Ok, bonjour tout le monde. Bon, on va s'y mettre du coup. Alors, petit rappel de ce qu'on a fait hier pour commencer. Donc hier, on a défini d'une part la grassmannienne des hyperplans affines orientés dans Rn, et on a dit que cette chose-là, c'était en bijection avec R croix la sphère de dimension n-1, ce qui nous a permis d'être une topologie sympathique sur l'ensemble des hyperplans. Et on a aussi défini l'ensemble des isométries directes de Rn, qu'on voyait comme un sous-groupe dans le groupe des bijections affines. Et ce truc-là, on a dit qu'on pouvait le décrire comme étant Rn croix SON de R, mais en tant que groupe, c'est pas la loi produit qu'on met dessus, c'est une loi produit tordue, et du coup, c'est ce qu'on note avec un produit semi-direct. Et donc, ce matin, le premier truc qu'on va faire, c'est expliquer comment est-ce que les isométries directes vont agir sur les hyperplans. Et décrire ça de façon où on peut calculer avec après. Donc, c'était quatrième sous-section normalement, et c'est action des isométries de Rn sur la grassmannienne. Alors, le premier truc à voir, c'est que si vous avez un hyperplan affine que j'écris comme A plus une direction, et que vous prenez une application affine, que je vais écrire comme une partie de translation et une partie linéaire. Ouais, c'est ça. Bah, vous pouvez regarder ce qui se passe si vous regardez l'image de l'hyperplan par phi. Donc ça, c'est phi de A plus H flèche. Et en fait, bah, vous allez avoir la partie de translation qui va s'additionner à la partie linéaire qui agit sur l'hyperplan. Et par linéarité, ça c'est V plus LA, ça c'est un élément dans Rn, plus L appliqué à H flèche, et ça c'est un hyperplan vectoriel. Donc bah, l'image de votre hyperplan, c'est bien un sympathique hyperplan. Le fait que vous ne perdez pas de dimension ici, ça utilise quand même le fait que L soit inversible. Donc, et donc ça c'est un hyperplan affine, et l'important c'est que cette direction c'est L de H flèche, et donc du coup ça c'est la partie linéaire de phi appliquée à H flèche. Et maintenant, moi ce qui m'intéresse c'est des hyperplans orientés, donc il faut voir ce qui se passe aussi au niveau des orientations. Et bah, simplement l'action de phi, et plus exactement de la partie linéaire de phi sur la direction, ça va définir une orientation image sur cet hyperplan-là. Et donc, donc phi, ça définit une orientation image sur phi flèche de H flèche, en disant que si vous prenez E2 jusqu'à En, une base directe de H flèche, alors bah, phi flèche de E2 jusqu'à phi flèche de En, ça c'est une base directe de l'image. Ok.
Donc vous avez un hyperplan, une orientation, vous savez obtenir un hyperplan image, une orientation image, et donc ça vous dit que votre application affine phi, ça va définir en fait une application de la Grassmannienne orientée dans elle-même, que je vais encore noter phi. Donc de la Grassmannienne orientée dans elle-même, et que je vais encore noter phi. Alors, c'est pas très compliqué de voir que si phi c'est l'identité, bah, vous n'allez pas bouger l'hyperplan, vous n'allez pas bouger l'orientation, et que ça se passe bien par composition, d'accord? Si vous avez déplacé votre hyperplan par une certaine application affine et que vous le redéplacez, bah, vous l'avez bien déplacé de la composée, etc. Et donc, ça vous dit que ça définit en fait un morphisme de groupe du groupe affine dans les bijections de la Grassmannienne, et donc une action de groupe. Donc, l'écran en dessous. Et donc une action. Et donc l'objectif de cette section, ça va être de décrire l'action induite du sous-groupe des isométries. Donc on veut décrire qui va être isom plus de Rn, qui est un sous-groupe du groupe affine, qui agit sur la Grassmannienne de Rn. Mais ça, on a dit que c'était quelque chose qui s'écrivait comme Rn produit semi-direct avec SON de R, qui peut être une façon en fait de dire qu'on a paramétré ce groupe par celui-là. Donc en gros, vous avez des coordonnées qui vous permettent de calculer là-dedans. Et on veut comprendre comment est-ce que ça agit sur la Grassmannienne que j'ai paramétré par R croix Sn plus 1. Et donc ce qu'on veut comprendre, c'est à ce niveau-là, pour pouvoir calculer un peu avec des coordonnées. Ok. Donc, pardon. On va faire le calcul. Hein. Donc, je vais commencer par me donner un hyperplan. Donc, je prends Vθ dans... non, pardon. Il faut que je respecte mes notations. Alpha θ dans R croix Sn-1. Et l'hyperplan que je vais considérer, donc c'est H de alpha θ. Et ça, je vous rappelle, j'avais dit que c'était le vecteur alpha θ plus θ orthogonal. Avec l'orientation induite par le vecteur normal θ. Donc ça, c'est d'un côté. Et maintenant, je vais aussi me donner phi qui va être un certain truc type translation de vecteur V composé avec oméga, où V est dans Rn et oméga est dans SON. Et on veut comprendre du coup l'action de ce couple V oméga vu comme l'application affine phi sur le couple alpha θ. Donc déjà, vous regardez ce qui se passe au niveau de l'hyperplan. Donc phi de H alpha θ, ça va être
V plus oméga qui s'applique à alpha θ plus θ orthogonal. Et donc ça, je vais le réécrire comme V plus alpha oméga qui s'applique à θ plus oméga appliqué à l'hyperplan θ orthogonal. Et ça, j'aimerais bien le remettre sous une forme comme ça pour savoir à quel paramètre correspond cet hyperplan-là. Et pour ça, vous avez deux outils. C'est que d'une part, l'image de θ orthogonale par une isométrie, c'est l'orthogonale du vecteur image de θ. Donc ça, c'est parce que oméga préserve l'orthogonalité. Et d'autre part, on a ça. Et d'autre part, votre vecteur V, vous allez pouvoir le décomposer de façon un peu plus sympathique, disons, avec une partie dans cette direction-là et une partie dans la direction orthogonale. Ce qui va vous permettre de vous ramener une forme normalisée. Et pour ça, j'utilise le fait que la norme de oméga θ, ce soit la norme de θ, ce soit 1, et donc votre V, vous pouvez l'écrire comme V scalaire oméga θ fois oméga θ, plus une partie orthogonale, et cette chose-là qui vit dans oméga θ orthogonale. Et donc, ce V orthogonal ici dans la description que vous avez, vous allez pouvoir le rentrer ici dans la partie hyperplan. Et donc, ça vous dit que phi de h alpha θ, c'est... alors, du coup, vous allez avoir du oméga θ avec un facteur devant qui est le alpha qui vient de là, plus le produit scalaire de V avec oméga θ d'un côté. Et ensuite, vous avez plus l'hyperplan orthogonal à oméga θ. Et donc ça, vous avez retrouvé une forme de la forme h de quelqu'un. C'est h de alpha plus V scalaire oméga θ et oméga θ. Il y a une question ou pas? J'ai entendu quelqu'un parler. Non? Ok. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau de l'hyperplan. Et on peut vérifier que ça se passe bien aussi au niveau des orientations. Donc on va faire ça très vite fait. C'est que si vous avez E de En qui est une base orthonormée directe de θ orthogonale, donc pour l'orientation oméga θ, qui est celle que je prends toujours sur mon hyperplan là-bas, ça veut dire exactement que θ E2 jusqu'à En, c'est une base orthonormée directe de Rn. Ça, c'est la définition de l'orientation induite par θ. Et donc, vu que j'ai choisi oméga dans SON, ça vous dit que oméga θ, oméga E2, etc., oméga En, c'est aussi une base orthonormée directe de Rn. Et maintenant, ça vous dit que ici, vous avez une base qui est directe pour l'orientation image sur oméga θ orthogonale, et ça vous dit que c'est exactement l'orientation qui est définie par le vecteur oméga θ. Donc ça, c'est qui définit l'orientation image sur cet espace-là. Elle est directe pour
l'orientation induite par oméga θ. Et donc finalement, si vous prenez, on va écrire ça comme ça, l'image par phi de votre hyperplan h alpha θ avec l'orientation oméga θ, ça c'est, je vais écrire en dessous pour avoir de la place, c'est h de alpha plus v scalaire oméga θ avec l'orientation qui est induite par oméga θ. Ok. Mais donc du coup, ça ici c'est le point de la Grassmannienne. Donc, ok. Ce point-là dans la Grassmannienne, sous l'identification que j'ai écrite là-haut entre la Grassmannienne et R croix Sn-1, c'est ça? C'est en fait le point de coordonnées alpha plus V oméga θ oméga θ, donc ça correspond à cette chose-là dans R croix Sn-1. Et le point dont j'étais parti ici, ça c'est le point de coordonnées alpha θ dans R croix Sn-1. Donc ça vous dit comment est-ce qu'une application phi que je vois comme une transformation de vecteur V composée avec une isométrie directe agit sur ces choses-là. Okay. Et donc finalement, ce qu'on cherchait à faire, c'est-à-dire d'écrire cette action de groupe, ça va être donné par un vecteur V et une matrice orthonormée de déterminant 1. Ça va agir sur le couple alpha θ. Donc l'action ici, ça va être vraiment donné par ça. Alors, est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Parce qu'en fait, juste on a fait le calcul. Le truc qui est compliqué, c'est de voir où est-ce qu'on a fait les identifications entre le côté géométrique, qui est plutôt le côté les isométries qui agissent sur la Grassmannienne, et le côté plus algébrique, où on a pris des coordonnées et on voit l'action d'un groupe sur l'autre. Enfin, du groupe sur la sphère croix R. Alors, on va remonter ça. Ok. Alors, s'il n'y a pas de questions par rapport à ça, maintenant, on a notre ensemble d'hyperplans affine orientés. On a le groupe des isométries directes qui agit dessus. Et bon, c'est pas très compliqué de vous convaincre que cette action elle est transitive. C'est-à-dire si vous avez un hyperplan, vous allez avoir une isométrie qui va l'envoyer sur n'importe quel autre avec la bonne orientation. Et maintenant, du coup, ce qu'on voulait à la base, c'était définir une bonne mesure qu'on appelait mesure uniforme sur la Grassmannienne. Et ce qu'on appelle mesure uniforme, généralement, ça veut dire mesure invariante sous l'action d'un certain groupe. Et ça va être sous cette action-là. Donc maintenant, on va parler de mesure uniforme pour mettre une mesure sympathique sur l'ensemble des hyperplans. Et donc, c'est la partie suivante du cours. On va parler de mesure invariante. Et on va commencer par des rappels un peu bébêtes de théorie de la mesure. Et la première chose que je veux vous rappeler, c'est ce que c'est qu'une mesure image. Donc ça, j'imagine que vous savez tous ce que c'est, mais on va remettre la définition. Si je prends phi, qui est une application mesurable d'un espace mesuré dans lui-même,
et mu une mesure sur E, la mesure image de mu par phi, c'est ce qu'on note phi étoile en bas de mu, qui est défini par la mesure image d'un borélien A, enfin d'un ensemble mesurable pour l'instant, ça va être la mesure de sa préimage par phi pour tout A mesurable. Ok. Ça, c'est la définition formelle. Et comment est-ce qu'on manipule ça? Bah, le point intéressant avec ce truc-là, c'est que c'est l'unique mesure telle que bah, f est mesurable pour mu, enfin L1 pour mu si et seulement si f rond phi et L1 pour mu, et si c'est le cas, l'intégrale de f, je dois avoir un phi étoile, oui, pardon, check. Ici, on a du phi étoile mu, merci. C'est mieux. Et l'intégrale de f pour la mesure image, dans ce cas-là, c'est l'intégrale de f rond phi pour la mesure de départ. Je l'ai fait dans le bon sens? Oui, je l'ai fait dans le bon sens. Ok. Et donc, si vous n'êtes pas convaincu, exo, vérifiez que c'est bien la mesure qui fait ça. Et c'est ça qui va nous intéresser. Et maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une mesure invariante? C'est ce que dit le nom. On dit que mu est invariante par phi si la mesure image de mu par phi est égale à mu. Et un peu plus général, si G est un ensemble de fonctions mesurables, on dit que mu est G invariante si elle est invariante par tout phi dans G. Et donc, petit exemple que vous connaissez très bien, c'est que la mesure de Lebesgue, elle est invariante par isométrie sur Rn. Et en fait, ça la caractérise. Donc, théorème qu'on va pas montrer, mais qui est un rappel de choses que vous avez déjà vues normalement, c'est que la mesure de Lebesgue sur Rn, c'est l'unique mesure borelienne. De toute façon, à chaque fois, je vais considérer des espaces topologiques et toutes les mesures qu'on va regarder seront des mesures boreliennes, qui est finie sur les compacts. Et invariante par translation.
Et donc en fait, l'invariante sous isométrie et même sous l'action d'un sous-groupe, ça suffit à complètement caractériser votre mesure. Alors ici, quand je dis unique, c'est toujours à une constante multiplicative près. Et vous avez vraiment besoin de l'hypothèse d'être fini sur les compacts, parce que sinon la mesure de comptage, ça vous donne quelque chose qui est invariant par translation aussi, mais c'est assez différent. Ok. Et donc, démo, si vous n'avez pas fait ça dans votre cours d'intégration, vous pouvez faire ça en exercice. Essentiellement, il faut voir que si vous avez deux mesures invariantes par translation, à une constante près, ça va être les mêmes sur les cubes. Et même sur les cubes dont le côté c'est une puissance de 2, ça suffit. Et puis après, vous pouvez bricoler pour retomber sur connaître toute la mesure. Ok, donc ça c'est la fin de ce premier appel. Voilà. Ok. Il y a des pièges dans cet amphi. Ok, donc ça c'était un premier rappel. Et un deuxième rappel, c'est qu'est-ce que c'est qu'une gaussienne et qu'est-ce que c'est que la mesure uniforme sur la sphère. Donc petit 2. Gaussienne et mesure uniforme sur Sn-1. Donc on va toujours travailler dans Rn avec son produit scalaire euclidien et la norme associée. Et donc, définition. Si je prends lambda, une matrice symétrique définie positive de taille n, alors la gaussienne centrée de variance lambda, c'est la loi de proba sur Rn, que je vais noter loi normale centrée de variance lambda, qui admet la densité qui va être à x, j'associe exponentielle moins 1,5 du produit scalaire de lambda moins 1 x avec x, que je normalise pour avoir une mesure de probabilité. Donc là, j'ai du 2pi à la puissance n sur 2 et le déterminant de lambda racine carrée par rapport à Lebesgue. Okay. Alors, moi, je vais vraiment m'intéresser qu'à des gaussiennes centrées, donc je ne donne pas la définition plus générale où il y a une espérance qui n'est pas 0. Et ce qu'on appelle la gaussienne standard, c'est celle dont la variance, c'est l'identité. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir sur les gaussiennes dans ce cours? Pas grand-chose, mais une chose qui est basique. Si vous avez déjà suivi un cours de proba, vous avez vu une gaussienne, vous le savez normalement.
c'est que si je prends x qui est une variable gaussienne de variance lambda et L qui est une application linéaire inversible, alors Lx c'est une variable gaussienne qui va être également centrée et la variance vous la transformez de la façon suivante, ça va être L fois lambda fois la transposée de L. Et autrement dit, donc là c'est en termes de variables aléatoires, mais si vous regardez ça en termes de mesure simplement, je suis en train de dire que la mesure image par L de la gaussienne centrée de variance lambda, ça c'est la gaussienne centrée de variance L lambda transposée de L. Ok. Donc démo pareil, exercice, c'est juste faire un petit changement de variable dans la densité et vérifier que tout se passe bien. Donc ça, je pense que c'est des choses que vous avez déjà vues et la démo n'est pas trop compliquée. Donc on ne va pas le faire. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que cette formule-là, ça vous dit en particulier que si vous prenez la gaussienne standard, donc lambda c'est l'identité, elle est invariante sous ON de R, simplement parce que vous allez avoir votre matrice fois sa transposée, et si elle est orthogonale, c'est son inverse. Donc, en particulier, cette loi-là est ON de R invariante. Okay. Et je vais me servir de ça pour définir une mesure de probabilité uniforme sur la sphère, simplement par projection radiale. Donc, si vous avez X qui est une gaussienne centrée standard, alors vous avez X qui est différent de 0 presque sûrement. Et on va regarder ce que j'appelle θ, c'est X divisé par sa norme. Ça, c'est une variable aléatoire dans Sn-1, définie presque sûrement. Et ce que je vais appeler la mesure uniforme sur la sphère, c'est la loi de cette variable aléatoire. Donc, définition. Alors, pourquoi est-ce que ça s'appelle mesure uniforme? C'est parce que on va pouvoir se servir de l'invariance de la gaussienne sous n de R pour dire que cette mesure-là, elle est aussi invariante sous n de R sur la sphère, mais la différence entre les deux espaces, c'est que l'action de n de R sur la sphère, elle est transitive. Donc là, vous allez vraiment avoir cette notion de mesure uniforme. Où est-ce que j'en suis dans mes notes? Oui, c'est ça. Et donc, lemme dθ est ON de R invariante. Et là, on va faire la preuve, c'est pas très compliqué. Je me donne un grand oméga dans ON de R. Et je vais noter P, la projection radiale de Rn privé de 0 sur la sphère.
Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'action de on de R va commuter avec P, sauf que d'un côté, vous le voyez. Oui, question? Ici? Non, c'est vraiment la transposée. Euh, alors, enfin, la formule, c'est vraiment celle-là. Si tu fais le changement de variable, il n'y a pas de. Ok. Où est-ce que j'en étais? Ouais, d'accord. Donc j'ai ma rotation et la projection radiale. Je vais juste montrer que ces deux choses la commutent. Et ensuite, ça va être un petit jeu algébrique de vérifier que ça marche. Donc, allons-y. Donc, bah, pour tout x dans Rn, vous allez avoir que oméga de px, ça c'est oméga de x sur sa norme. Ça c'est oméga de x sur la norme de x, mais la norme de x, c'est la même chose que la norme de oméga x parce que vous avez une isométrie. Et donc ça, c'est bien p oméga de x. Donc, vous pouvez réécrire ça comme ça. Et maintenant, bah, vous allez vous servir de la définition qu'on a donnée de la mesure uniforme et de l'invariance de la mesure de Lebesgue. Pour conclure, alors il faut que je redescende celui-là. Hop. Ok. Et donc maintenant, ce qu'on peut écrire, c'est simplement que si vous regardez la mesure image de dθ, bah ça c'est la mesure image par oméga de la mesure image par p de la gaussienne. Et ça c'est la mesure image par oméga rond p de la gaussienne. Maintenant, oméga rond p c'est p rond oméga. Donc ça c'est la même chose que la mesure image par p de la mesure image par oméga de la gaussienne. Et vu qu'on a invariance de la gaussienne sous le groupe orthogonal, ça c'est bien ce que vous voulez. Et donc vous avez bien l'invariance de votre mesure. Alors en fait, cette invariance, comme dans le cas de Lebesgue, où l'invariance par translation, ça caractérise complètement la mesure, cette invariance par rotation, ça caractérise complètement la mesure uniforme sur la sphère. Donc, théorème qu'on va admettre, c'est que dθ, c'est l'unique mesure de proba sur la sphère qui est invariante sous SON. Et donc vous avez besoin juste d'un sous-groupe pour regarder ça. Mais quand même, petite condition, ça c'est si n est plus grand que 2. Parce que si n égale 1, bah, S0 c'est 2 points et SO1 c'est l'identité. Donc vous n'avez plus la transitivité de l'action et vous risquez pas d'avoir un truc comme ça qui est vrai. Ok. Et donc maintenant on arrive à la partie qui nous intéresse plus, qui est de définir une mesure invariante sur la grassmannienne.
Et bah, pour ça, on va se servir du fait que la Grassmannian, on l'a décrit comme R croix Sn-1 et qu'on a des mesures sympathiques de chacun des deux côtés. Oui. Non, parce que j'ai demandé mesure de proba. Donc mesure de proba, ça donne le facteur de normalisation et ça donne aussi la condition finie sur les compacts. C'est pour ça que ces deux hypothèses-là apparaissent pas dans l'énoncé. Oui, et puis j'ai pas dit non plus borrélienne. C'était sous-entendu, mais voilà. Alors, bah, définition. La mesure uniforme sur la Grassmannienne que je décris comme étant R croix Sn-1, c'est d mu qui va être bah, le beg, mesure produit avec dθ. Ok, c'est un choix tout bête. Oui. Sa densité par rapport à quoi? Le beg dans Rn bah, c'est 0, c'est supporté par quelque chose qui est de mesure nulle. La sphère, c'est une hypersurface, donc c'est de mesure nulle pour le beg. Donc c'est justement pas à densité par le beg. Ça fait partie de ces mesures qui sont ni à densité par rapport à le beg, ni des mesures atomiques. Bah justement, ce qui justifie uniforme, justement, c'est un peu ce que j'essaye de dire depuis le début en filigrane, c'est que uniforme, c'est un peu un mot tarte à la crème, on le met partout, et il faut dire précisément ce que ça veut dire. Et justement, c'est cette idée que vous avez un groupe de transformation qui agit de façon transitive, donc vous allez pouvoir envoyer n'importe quel point sur n'importe quel autre, et vous voulez l'invariance sous ce groupe-là. Donc en fait, c'est juste, vous avez envie de dire que ce qui se passe au voisinage de deux points, bah, c'est la même chose partout. Mais pour dire c'est la même chose partout, vous avez besoin de comparer ce qui se passe aux différents points. Donc vous avez besoin d'une transformation qui va envoyer ce qui se passe au voisinage d'un point sur ce qui se passe au voisinage d'un autre. Donc même s'il y a toujours plein de choses qui sont implicites quand on parle d'uniforme, il faut vraiment avoir cette idée que bah, quelque chose qui est uniforme, c'est toujours uniforme sous l'action d'un certain groupe de transformations qu'on veut transitif. Bah, ils ne sont pas dans Rn-1 s'ils sont dans la sphère. Enfin, justement, ça c'est une façon de définir une forme de volume n-1 dimensionnel sur la sphère. Donc c'est des choses qui sont un peu implicites, typiquement quand on fait des changements de variables polaires en dimension plus grande que 2. Vous avez cette mesure qui apparaît là de façon implicite, et ça c'est une façon de la définir formellement de façon un peu efficace. Et si jamais vous suivez le cours de distribution, on verra d'autres façons de définir cette mesure-là un peu plus tard. Mais en tout cas, c'est pas un truc qui a densité par rapport à Lebesgue. Oui. Non, non, c'est quand on dit uniforme, c'est vraiment uniforme pour l'action qu'on s'est donnée. Si vous vous donnez un autre groupe qui agit de façon transitive, vous allez obtenir une autre mesure invariante. Mais en même temps, c'est normal, c'est parce que le groupe de transformation que vous prenez n'est pas le même. Et donc du coup, la façon dont vous comparez ce qui se passe au voisinage d'un point et au voisinage d'un autre ne va pas être la même. Donc toujours, quand on parle d'uniformité, il y a une action qui est implicite. Voilà. Et là, bon, bah, on prend des actions qui sont complètement naturelles, mais enfin, c'est celles qui sont intéressantes. D'autres questions tant qu'on y est? Non? Ok. Et donc, bah, justement, là, je parle de mesure uniforme. Et je parle de mesure uniforme parce que cette mesure va être invariante sous l'action que je me suis définie. Et donc ça, c'est le lemme suivant. Donc, lemme, c'est que d mu est isome plus de Rn invariante. Et on va prouver ça.
Alors. Donc des mots. Je vais me prendre phi que j'écris comme une translation et une rotation dans isome plus de Rn. Et maintenant, ce que je prétends, c'est que pour toute fonction f que je vais prendre mesurable et positif pour ne pas avoir à m'embêter quand je fais des interversions de symboles, on peut regarder ce que vaut l'intégrale de f rond phi des mu sur la Grassmannienne. Okay. Alors maintenant, la Grassmannienne, j'ai décidé de la décrire comme étant R croix Sn plus 1. Donc ça, je vais réécrire ça comme étant l'intégrale sur R croix Sn moins 1, pardon, de f de phi qui agit sur un certain couple alpha θ d alpha d θ. Donc jusque-là, j'ai rien dit, hein. J'ai traduit ce qui était à gauche dans le langage où j'ai pris des coordonnées sur la Grassmannienne. Mais maintenant, cette chose-là, on a décrit ce que ça devait être. On a dit que ça, c'était la même chose que l'intégrale sur R croix Sn-1 de f, et l'image de phi que je vois comme V composée avec la rotation oméga là-dessus, on a dit que c'était alpha plus V produit scalaire oméga θ et oméga θ. D alpha d θ. Okay. Maintenant, vu que j'ai une fonction positive, je peux faire mon Fubini-Tonelli et écrire les intégrales dans l'ordre qui m'arrange. Donc ça va être l'intégrale sur la sphère de l'intégrale sur R de f de alpha plus V oméga θ oméga θ d alpha d θ. Maintenant ici, ce que vous avez fait, c'est juste, vous êtes à θ fixé et vous avez fait une translation d'un certain vecteur fixe, enfin d'un certain réel même, fixe, dans la direction R. Mais la mesure de Lebesgue, elle est invariante par translation. Donc ça, c'est l'intégrale sur la sphère de l'intégrale sur R de f de, disons, bêta oméga θ d bêta dθ. Et ça, c'est invariance de Lebesgue par translation. Et maintenant, c'est pas très dur de voir que vous pouvez rééchanger les intégrales et faire la même chose sur la partie sphérique à bêta fixé. Et ça, c'est l'intégrale sur R croix Sn-1 de f de bêta et un certain, disons, eta deta d bêta. Et ici, ça, c'est l'invariance de dθ par rotation, donc par SON. Et donc, vous êtes bien retombé sur... bon, je vais écrire en dessous, même si c'est un peu petit. Ça, c'est l'intégrale de f des mu sur la Grassmannienne. C'est vaguement lisible ou faut que je réefface et que j'écrive ça mieux ailleurs? Ça ira? Ok. Bon. Maintenant, vous avez montré cette formule-là. Donc, vous avez bien l'intégrale de f rond phi des mu qui est égale à l'intégrale de f des mu. C'est valable pour n'importe quelle fonction positive. En particulier, ça va être vrai si vous prenez l'indicatrice d'un borélien. Et ça vous donne exactement le fait que votre mesure est invariante.
on va relever. Ok, et donc pour f qui est l'indicatrice de A, on obtient que la mesure image de A qui est mu de phi-1 de A, ça doit être égal à mu de A, et donc la mesure image de mu, c'est bien mu, et on a gagné. Et là encore une fois, vous avez un théorème d'unicité qu'on va admettre. C'est que d mu, c'est l'unique mesure borelienne sur la grassmannienne qui est finie sur les compacts et isome plus de Rn invariante. Alors cette fois, j'ai un espace qui est une mesure infinie, donc j'ai besoin de dire à constante multiplicative près, parce que je ne peux pas normaliser. Okay. Et ça, en fait, c'est un cas particulier d'un théorème plus général, comme ce qui s'est passé sur la sphère et comme ce qui s'est passé pour le Begg, qui est que si vous avez un groupe topologique localement compact qui agit continuellement sur un espace topologique localement compact et que l'action est transitive, alors si vous avez une mesure invariante, elle est unique. Et il existe des critères qui vous disent quand est-ce qu'une telle mesure invariante existe. Donc ça, on ne va pas rentrer dans ces considérations-là parce qu'on n'a pas le temps, mais vous pouvez savoir qu'il y a des choses dans ce genre-là qui existent. Okay. Et donc, je vais passer au cœur de ce que je veux raconter, qui est la formule de Crofton dans Rn. Donc ça, c'est ce dont je vous avais parlé au début. Et maintenant, on a tout ce qu'il nous faut, c'est-à-dire on a un ensemble d'hyperplans affines, bon, il se trouve orienté, et on a une mesure naturelle dessus, au sens où elle est invariante par les déplacements, enfin, c'est-à-dire par les isométries directes. Et donc, théorème, c'est ce qu'on appelle la formule de Crofton, et qui est ce qui va nous occuper pour l'heure qui vient, et sans doute même un peu plus. Il y aura une pause au milieu, hein, j'en suis bien conscient. Vous prenez un intervalle, vous prenez une courbe paramétrée, à valeur dans Rn, c'est une courbe paramétrée qui va être C1 et régulière. Et quand je dis régulière, je ne veux pas dire c'est quelque chose, je veux dire au sens où j'ai un paramétrage régulier, et c'est-à-dire que la vitesse est non nulle en tout point. Okay. Je vais noter L sa longueur, qui peut être finie ou pas. Donc je vous rappelle, la longueur d'une courbe paramétrée, c'est l'intégrale de la norme du paramétrage sur l'intervalle de définition. Donc ça peut être n'importe quoi entre 0 et plus l'infini inclus. Et alors, ce que je prétends, c'est que
Si vous regardez l'intégrale sur la grassmannienne des hyperplans affines orientés du nombre de points d'intersection entre gamma de i et un certain hyperplan h, que vous avez pris par rapport à votre mesure des mu. Donc j'oublie de préciser l'orientation dans l'ensemble, mais on s'en fiche un peu. Et ça va être Cn fois la longueur, où Cn, c'est la constante suivante, qui n'est pas très importante, mais qu'on peut donner. C'est gamma n sur 2 divisé par gamma 1 demi, gamma n plus 1 sur 2. Je vous rassure, on ne va pas trop s'intéresser à la valeur de la constante. Cette technique n'est pas très intéressant. Ok. Alors, un certain nombre de remarques. Dans mon teaser, dans l'introduction, j'avais écrit une espérance à la place de cette intégrale-là. Bon, c'était évidemment faux parce que là, j'ai une mesure de masse totale infinie. En particulier, ce n'est pas une mesure de proba. Mais néanmoins, un élément de la grassmannienne qui est tiré selon des mu, on peut y penser comme un hyperplan au hasard, de la même façon qu'un réel qui est tiré selon la mesure de Lebesgue, vous pouvez y penser comme un réel uniforme au hasard. Bon, ce n'est pas une mesure de proba, mais intuitivement, on voit bien ce qu'on veut dire. Donc, remarque. Bon. Dmu n'est pas une mesure de proba. Donc ce n'est pas une espérance. Attention. Cependant, si votre courbe elle est incluse dans une certaine boule, disons la boule de centre 0 et de rayon M, bah, vous pouvez vous restreindre à considérer seulement les hyperplans qui intersectent cette boule. Et ça va être quelque chose de mesure finie, donc vous pouvez vous ramener une mesure de proba. Donc on peut se restreindre à l'ensemble des hyperplans dans la grassmannienne, tel que H intersecte la boule de centre 0 et de rayon M. Et ça, dans mes coordonnées, c'est la même chose que de dire que vous regardez moins MM croix Sn-1. Et là, vous pouvez normaliser la mesure pour avoir une mesure de proba. Okay. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que quand j'écris ça, en fait, c'est un abus de notation. Ce que je vais compter, ce n'est pas le nombre d'intersections entre le support géométrique de ma courbe et l'hyperplan, mais en un sens, c'est le nombre de points d'intersection entre la courbe et le paramétrage. Donc c'est que le cardinal de gamma i inter h, ça c'est un abus de notation. Pour dire le cardinal de l'image réciproque de h, qui n'est pas tout à fait la même chose. Si vous avez un point double et que votre hyperplan intersecte la courbe pile en ce point-là, de ce côté-là, vous le compteriez qu'une fois, et de ce côté-là, vous allez le compter 2 fois. Oui. Ah, pardon, tel que ça, ce soit non vide. S'il y a un point tangent, on va le compter une seule fois, mais par contre, si vous avez une boucle comme ça, là, d'un côté, on le compterait une fois et de l'autre 2. Mais il faut bien penser que, je l'écris comme ça, parce que c'est comme ça qu'on a envie d'y penser, mais ce que je veux dire, c'est ça. C'est bon? Ah bah si tu prends le cercle et que tu fais 2 tours autour du cercle, du coup, bah... ok, je vais faire un dessin. Oui, voilà. Enfin, si vous prenez la même courbe que vous recouvrez plusieurs fois parce que vous avez un paramétrage qui est périodique, par exemple, bah chaque point va compter une fois à chaque tour dans le nombre d'intersections. Et c'est pour ça que c'est vraiment différent. Et c'est normal parce que bah, ici, vous voyez que si vous prenez la même courbe et que vous la recouvrez 2 fois, vous allez obtenir quelque chose qui est 2 fois plus long. Voilà. Bon, bref, les choses sont faites pour bien se passer.
Ok. Alors, l'idée de la preuve de ça, c'est qu'on va procéder par étapes. On va commencer par faire le cas où la courbe, c'est simplement un segment que vous avez paramétré le plus simplement du monde. Et ensuite, quand vous avez une courbe quelconque, bah, vous allez l'approximer par une courbe qui est affine par morceau. Et on va vérifier, enfin, puis vu que vous avez une forme d'additivité, c'est-à-dire que si vous avez deux morceaux de courbe, bah, la longueur c'est la somme des longueurs et le nombre de points d'intersection c'est la somme des nombres de points d'intersection, donc les choses vont bien se passer. Donc idée de la preuve. C'est cas d'un segment. Et ensuite, vous avez approximation par des lignes brisées. Ok, et on va mettre ça au point. Allez, hop. Ok. Alors, le cas d'un segment, il n'est pas très compliqué et on a en fait presque déjà fait la preuve parce que vous allez voir qu'on retombe sur quelque chose qui est essentiellement le cas des aiguilles de Buffon. Et néanmoins, il faut faire le dessin correctement pour s'en rendre compte. Donc, petit 1, cas d'un segment. Alors, la première chose à voir, c'est que cette invariance sous l'action du groupe des isométries, on va s'en servir pour se ramener à une situation standard. C'est-à-dire que vous avez un segment de longueur L, vous pouvez supposer que c'est le segment qui est sur l'axe horizontal, centré en 0, qui va bien. Donc par invariance, sous l'action du groupe des isométries, on peut supposer que gamma. Alors, vu que ce qui m'intéresse, c'est la longueur du segment et le nombre de points d'intersection, ça ne dépend pas de comment j'ai paramétré. D'accord ? Donc, je peux supposer que gamma, c'est simplement, je vais aller de moins L sur 2, L sur 2 dans Rn. Et à t, je vais associer t fois le premier vecteur de base. Et on veut voir quand est-ce qu'on a un point d'intersection entre ce segment-là et un hyperplan que j'ai choisi au hasard. Alors, c'est le moment de faire un dessin. Donc, je vais avoir d'une part mon petit segment. Donc là, j'ai 0. Là, j'ai le vecteur E1, disons. Et donc ça, c'est mon segment gamma i. Par ailleurs, j'ai un hyperplan affine avec sa direction. D'accord. Et maintenant, si ça, en fait, c'est h d'un certain alpha et θ, ça veut dire que la direction, c'est θ perp. Et ici, vous avez θ qui se promène comme ça. Ça, c'est la droite r fois θ, avec un sympathique angle droit ici. Et le point qui est ici, c'est le point alpha θ. Ok, très bien. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que vous allez projeter votre segment gamma i orthogonalement sur cette droite.
Okay, et vous allez obtenir une certaine image ici. Et ce que je prétends, c'est que vous allez avoir une intersection entre cet hyperplan h alpha θ et votre intervalle à une seule condition, c'est que la projection de votre hyperplan sur l'axe rθ, il soit dans la projection de l'intervalle sur l'axe rθ, c'est-à-dire que alpha soit dans cet intervalle jaune. Donc on va écrire les détails de ça. Donc la projection de gamma i qui est essentiellement juste i fois E1 sur rθ et en fait il faut juste déterminer quelle est la longueur de ce truc là, hein. Et ça c'est un petit peu de géométrie basique qui vous dit que ce que vous allez avoir là, donc la partie gauche ici elle est de longueur L sur 2. Et donc du coup, quand vous projetez, vous allez avoir L sur 2 fois le cosinus de l'angle entre les deux, mais le cosinus de l'angle entre les deux, c'est exactement le produit scalaire entre θ et E1. Et donc ici, cette longueur, c'est L sur 2 fois le produit scalaire de θ avec E1. Et donc cette projection, c'est l'intervalle moins L sur 2 θ scalaire E1 plus L sur 2 θ scalaire E1 fois le vecteur directeur de la droite, θ. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que vous avez une donc h de alpha θ, ça va intersecter gamma i. Ça, c'est la même chose que de dire que alpha θ appartient à la projection. Et ça, c'est la même chose que de dire que alpha appartient à cet intervalle, et donc en valeur absolue, alpha est plus petit que L sur 2 θ scalaire 1. Et on retrouve quelque chose qui est vraiment très similaire à ce qu'on avait fait dans le cas des aiguilles de Buffon. Ok. Alors, là, ma page de notes est là. Très bien. Et vous pouvez dire un peu plus que ça. Donc c'est comme dans le cas des aiguilles de Buffon, vous allez avoir essentiellement 3 cas. Si vous regardez le cardinal de l'intersection, alors ici, pour le coup, le cardinal de l'intersection et le cardinal de l'intersection avec le paramétrage, c'est vraiment la même chose, parce que vous avez un segment qui est paramétré simplement, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Donc ça va être 0 si alpha est strictement plus grand que L sur 2 θ produit scalaire avec E1. Ça va être 1 si alpha est plus petit. Mais attention, vous avez toujours le cas où l'hyperplan que vous avez choisi il va en fait contenir votre segment. Et dans ce cas-là, vous avez un problème. Donc vous devez exclure ce cas-là. Et le dernier cas, c'est si vous avez alpha égale 0 et θ est orthogonal à E1. Et dans ce cas-là, votre segment il est inclus dans l'hyperplan h alpha θ, et là c'est plus l'infini. Okay. Et de la même façon que dans le cas des aiguilles de Buffon, ce cas-là, il va être de mesure nulle. C'est de mesure nulle. Essentiellement, vous êtes en train de dire, je regarde les hyperplans qui passent par 0,
et en plus j'impose une condition sur la direction, donc vous voyez bien que ça vous met des conditions quand même assez fortes. Et si vous regardez en coordonnées, clairement, vous imposez que alpha égale 0, et dans la partie alpha, vous avez la mesure de Lebesgue. Donc ça ne peut pas avoir de masse, cette chose-là. OK. Et donc, maintenant, on peut faire le calcul. Alors, si vous regardez l'intégrale sur la grassmannienne de votre cardinal, et ça c'est d alpha dθ, ça, vous pouvez voir ça comme l'intégrale pour θ dans la sphère, l'intégrale pour alpha plus petit que L sur 2 θe1, de 1 simplement. Et donc ça vous fait du... donc ici, vous êtes juste en train d'intégrer la mesure de Lebesgue sur l'intervalle de longueur L fois ce produit scalaire. Et vous intégrez ça sur la sphère, donc ça vous fait du L fois l'intégrale pour θ dans Sn-1 de produit scalaire de θ avec E1 dθ. Alors on pourrait croire que cette intégrale ici, ça dépend du fait qu'on ait choisi E1, mais je vous rappelle que la mesure ici, elle est invariante par rotation. Donc en fait, ici, vous pourrez remplacer E1 par n'importe quel vecteur unitaire, vous obtiendrez le même résultat. Et ça, c'est ce que j'appelle Cn. C'est une constante qui ne dépend que de la dimension. Et on va s'arrêter là. Pour calculer la valeur exacte de Cn, il faut calculer cette intégrale, et vous pouvez faire ça en exercice. Donc, exo, vérifier que Cn, c'est bien la valeur que j'ai annoncée, c'est gamma de n sur 2 divisé par gamma 1,5, gamma de n plus 1 sur 2. Bon, c'est quand même un peu technique, il faut faire un changement de variable sphérique, il faut savoir ce que c'est que le volume de la sphère de dimension n, etc. Donc il y a un peu du travail. Mais c'est faisable. Ok. Hop. Ok. Et donc on va passer au cas difficile. C'est le cas général. Alors, on ne va pas faire exactement le cas général, on va faire le cas où I est un intervalle compact, et dans ce cas-là, la courbe est de longueur finie. Et on verra à la fin comment est-ce qu'on passe au cas d'un intervalle non compact avec une courbe éventuellement de longueur infinie. Mais le passage de I compact à I non compact, c'est vraiment pas la partie difficile. La partie importante, c'est celle qu'on va faire maintenant. Donc, deuxièmement, c'est le cas où I est compact. Okay. Oui, où ça? Oui. Ok, je veux calculer le nombre d'intersections. Enfin, je prends un segment. Pour l'instant, il est quelconque. Je sais juste qu'il est de longueur L. Et je veux calculer son nombre de points d'intersection avec un hyperplan pris au hasard selon ma mesure. Ce que je veux faire, c'est me ramener une situation standard où le segment que je regarde, c'est celui que j'ai dit sur le dessin. Ok. Mais pour me ramener à ça, je suis en train de faire une transformation de l'espace qui est, je vais prendre mon segment et je vais l'envoyer par une certaine opération sur mon segment standard. Et je fais ça par une isométrie directe. Maintenant, quand je fais cette opération, peut-être je change la mesure. D'accord ? Si j'avais pris une mesure qui mettait beaucoup de masse dans la zone initiale et aucune à l'endroit où j'envoie mon segment à la fin, on n'obtiendrait pas le même résultat. Et donc du coup, faut que je dise que quand j'ai fait cette opération, j'ai pas changé la mesure, enfin j'ai pas changé en fait l'intégrale. Ok ?
Et l'argument pour dire ça, c'est que la mesure elle est invariante sous la transformation que j'ai faite. Non, la mesure avec laquelle je tire l'hyperplan. L'intégrale, c'est une intégrale sur la grassmannienne. Donc c'est la mesure qui me dit comment est-ce que je choisis mon hyperplan. Ok? En fait, on bouge toute la situation. Et le truc, c'est que, ok, une façon de dire ça, c'est tu commences par regarder l'intersection entre S, qui est ton segment, et H, et tu dis c'est la même chose que l'intersection entre phi de S et phi de H, où phi c'est une certaine isométrie. Et maintenant, pour dire que dans l'intégrale, en fait, si je remplace S par phi de S, je peux garder H, il faut faire le changement de variable qui dit que H donne phi H ne va pas changer la mesure. Ok? Bon. Ouais. Pourquoi le gamma on peut? Oui, ok. Alors donc ça, l'idée c'est que ce qui m'intéresse, c'est deux choses. D'un côté, j'ai juste la longueur du segment, qui ne dépend pas de la façon dont je l'ai paramétré. Et de l'autre côté, j'ai le nombre de points d'intersection qui dépend aussi pas de la façon dont je l'ai paramétré, du moment que je ne m'autorise pas à revenir en arrière avec mon paramétrage. Donc du coup, je peux choisir le paramétrage qui m'arrange. Ce que je dis, c'est que aucune des deux quantités que je regarde dans ma formule de Crofton, à gauche comme à droite de l'égalité, aucune des deux quantités ne dépend de la façon dont j'ai paramétré la courbe. Ça dépend juste de la courbe elle-même, tant que le paramétrage est régulier. Et donc du coup, j'ai quelque chose qui est libre dans mon problème, je peux choisir le paramétrage qui m'arrange, vu que ça ne va pas en dépendre à la fin. Ok, j'ai dit je fais un cas particulier, le cas où c'est un segment. Et justement, maintenant, je vais expliquer comment est-ce qu'on passe du cas d'un segment au cas général. Donc ça, c'est la stratégie du... Ok, c'est la stratégie que j'ai expliquée au début là-haut, c'est d'abord je fais un segment, et ensuite je vais approximer le cas général par une ligne brisée, et je vais me servir du cas du segment pour montrer ça. Je prétends pas que j'ai fini de prouver le théorème, attention. Ok, pas de souci. Ok. Ok, bon. Maintenant, dans le cas où I c'est un compact. La courbe image, elle est compacte aussi, en particulier elle est de longueur finie. Donc, et vous savez qu'une courbe paramétrée régulièrement, donc j'ai supposé que la vitesse du paramétrage s'annulait jamais, je peux la paramétrer par longueur d'arc. Donc là encore, je vais me ramener une situation un peu standard, c'est on peut se ramener à I c'est l'intervalle qui va de 0 jusqu'à L, et gamma est un paramétrage par longueur d'arc. C'est-à-dire que pour tout t, gamma prime de t, c'est de norme 1. Voilà. Ok. Et maintenant, je vais approcher, pardon, sinon je vais me faire gronder après, ma courbe par des lignes brisées. Donc on va faire ça de la façon suivante. Donc je vais vous faire un dessin dans une seconde, mais je vais d'abord définir les notations. Si je prends k dans n et i entre 1 et 2 puissance k, je vais noter SKI, ça va être le segment dans Rn entre le point de paramétrage i-1 sur 2 puissance k fois L et le point de paramètre i sur 2 puissance k fois L de longueur
que je vais appeler LKI. Et ce que je vais noter CK, ça va être la réunion de ces segments pour I allant de 1 à 2 puissance K de longueur. Que je vais noter LK, qui est la somme des longueurs des segments. Ok, donc j'ai introduit la notation que je voulais. Sur un dessin, qu'est-ce que ça donne? Bah, 8. Vous avez votre courbe gamma I. Et alors, à la première étape, ce que je fais, c'est j'ai 2 points de paramétrage. Donc pour k égale 0, vous allez avoir juste le segment qui va du point de départ au point final. Donc ça, c'est S01 qui est la même chose que C0. Maintenant, à l'étape suivante, qu'est-ce qui se passe? Donc là, au début, j'ai interpolé juste sur le point 0, le point 1. À l'étape suivante, je vais prendre 2 fois plus de points en divisant chaque intervalle en 2. Donc à l'étape suivante, je vais prendre le point qui est au milieu de la courbe, disons, ici, et je vais prendre cette chose-là. Donc là, vous allez avoir S11 et S12. Et votre courbe C1, c'est la réunion des deux. Bon. On va encore faire une étape avec une autre couleur. À l'étape suivante, vous allez encore couper chacun des morceaux en 2. Ou vraiment, quand je dis vous le coupez en 2, c'est vous prenez le point qui est au milieu en suivant la longueur de la courbe. Et vous allez avoir une courbe qui va faire quelque chose comme ça. Okay, donc ça, c'est C2, etc. Donc vous avez une suite de courbes qui sont juste affines par morceaux, c'est des lignes brisées, et qui vont approcher de plus en plus gamma I. Et en plus, je vais les approcher de façon cohérente, c'est-à-dire qu'elles vont se raffiner les unes les autres. À chaque étape, je vais prendre un segment, je vais le couper en 2, et le point milieu, je vais l'envoyer au point qui va bien sur la courbe. Donc, est-ce que j'ai une craie? Donc les CK sont des approximations affines par morceau de gamma I. Okay. Et maintenant, le théorème, je vais le déduire de 3 lemmes. Donc je vais vous énoncer les lemmes, ensuite je vais vous expliquer comment est-ce que ces lemmes permettent de montrer le théorème, et à la fin, on montrera chacun des lemmes. Donc lemme A, c'est que la longueur LK de mes lignes brisées qui approximent gamma I, ça converge vers L quand K tend vers plus l'infini. Donc le fait que quand vous prenez une approximation par ligne brisée d'une courbe, la longueur de la ligne brisée tende vers la longueur de la courbe, ça c'est une propriété qu'on appelle la rectifiabilité d'une courbe paramétrée. Et je suis juste en train de dire qu'une courbe qui est C1 et compacte, elle est rectifiable. Donc on va vérifier ça. Donc ça, essentiellement, ça vous dit que l'approximation par ligne brisée va bien se passer dans la formule du Crofton à droite, c'est-à-dire sur la partie longueur. Le lemme B, il va vous dire que l'approximation se passe bien à gauche sur la partie intersection avec un hyperplan. Lemme B, et donc c'est soit H, un hyperplan affine de Rn, et quand même ça ne va pas toujours bien se passer, donc je vais rajouter des petites conditions. Je vais rajouter 2 conditions. Condition 1, H ne contient aucun des nœuds, donc les points d'approximation là-bas. Gamma I sur 2 puissance K
fois L avec K entier et I entre 0 et 2 puissance K. Donc je veux que H ne passe par aucun des points ici où que j'ai utilisé pour interpoler en fait. Je veux que H ne passe par aucun des points d'interpolation d'aucune des courbes CK. Et deuxième point, c'est une condition sur la tangence, c'est que H n'est pas tangent à gamma I. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour tout t dans I, si gamma de t est dans H, ça peut arriver, vous pouvez traverser l'hyperplan, et puis même c'est ce qu'on veut compter, donc c'est pas mal. Alors, gamma prime de t n'est pas dans H flèche. Et ça veut dire que si vous touchez votre hyperplan, bah, vous le traversez franchement. Et ben alors, ce que je prétends, c'est que si vous regardez le nombre de points d'intersection entre CK et H, et ça c'est une suite pour K plus grand que 0, ça c'est une suite croissante qui converge vers le cardinal de l'intersection entre gamma de I et H, et qui en plus est fini. Le fait que ce soit fini, ça fait partie de l'énoncé du lemme. Hop. Et le lemme C, parce que là, vous voyez, j'ai quand même une condition qui a l'air super restrictive sur H, c'est-à-dire j'ai quand même un nombre dénombrable de points et j'interdis que H passe par chacun de ces points. Donc ça a l'air très fort, et en fait, ça n'est pas tant que ça, parce que le lemme C vous dit exactement que pour presque tout couple, donc H avec une orientation dans la grassmannienne, donc pour des mu, les conditions 1 et 2 sont vérifiées. Okay. Alors, je vais juste faire un petit dessin pour expliquer cette condition de tangence là. Pourquoi est-ce que je veux empêcher la courbe d'être tangente? Donc, si vous voulez, l'idée c'est la suivante. Imaginez que votre courbe, c'est une courbe très simple comme ça, et vous avez un point de tangence comme ça. Donc là, vous avez H, là, vous avez gamma I. Et là, vous voyez, j'ai un point d'intersection entre la courbe et H. Mais ma condition 1 me dit que ce point-là, ça ne peut pas être l'un des nœuds dans mes approximations affines par morceau. Ce qui veut dire que votre approximation affine par morceau, quel que soit son degré, elle va faire quelque chose comme ça. Et du coup, elle ne verra pas l'intersection. Et si vous faites ça, au niveau d'un point de tangence, vous allez forcément rater les intersections et vous allez tomber faux sur le compte à la fin. Donc ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème que je veux éviter, c'est que H intersecte une infinité de fois la courbe. Donc vous imaginez, vous avez un plan, puis vous avez une courbe qui va venir osciller très vite autour de H. Ça vous fait un nombre infini d'intersections et ça va être un peu pénible à gérer, donc je veux exclure ce cas-là. Mais il se trouve que si vous avez une infinité d'intersections, vous pouvez montrer qu'en fait vous avez un point de tangence. Donc ça va aussi exclure ce genre de considération. Ok. Alors je vais prendre 3 minutes avant la pause pour expliquer comment est-ce que les 3 lemmes s'emboîtent pour faire la preuve, et on fera les lemmes au début de l'heure suivante.
Alors, si on suppose les lemmes, alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais peut-être supprimer la barre médiane, parce qu'on va écrire des grosses intégrales. Bah, vous partez de l'intégrale sur la grassmannienne, de le cardinal de l'intersection entre I et H des mu. Ok. Ça, c'est égal à l'intégrale sur la grassmannienne, toujours, de la limite, quand K tend vers plus l'infini, du nombre de points d'intersection entre CK et H des mu. Et ça, en plus, c'est une limite croissante. Et ça vient de l'M, B et C. Maintenant, vous avez un théorème de croissance monotone qui vous dit que vous pouvez échanger la limite croissante et l'intégrale. Ça, c'est la limite quand K tend vers plus l'infini en croissant de l'intégrale du cardinal de CK inter H des mu sur la grassmannienne. Donc ça, c'est convergence monotone. Ok. Maintenant, quand même, faut que j'utilise quelque part le fait que CK, c'est une réunion de segments. Donc ça, je vais dire que c'est la limite quand K tend vers plus l'infini de la somme donc de l'intégrale sur la grassmannienne de l'intersection entre SKI et H des mu pour I allant de 1 à 2 puissance K. Donc là, j'ai juste dit CK, c'est la réunion de ces choses-là, et l'intersection, c'est la somme des intersections. Le seul truc qui pourrait poser problème, c'est si vous voyez l'intersection, c'était sur un des points où j'ai recollé deux segments, on pourrait se dire on a compté quelque chose deux fois. Mais ma condition 1 là-haut m'assure que ça ne va pas être le cas. Et maintenant, ça, par le cas qu'on a fait avant, ça c'est la limite quand K tend vers plus l'infini de la somme sur I de Cn fois LKI. Donc ça, c'est le cas d'un segment. Ça, c'est Cn fois la limite de Lk, quand K tend vers plus l'infini. Et ça, c'est Cn fois L par le lemme A. Et on a gagné. Donc en gros, une fois que vous avez les lemmes, il suffit de les emboîter et les choses se passent bien. Et donc le gros du travail, c'est de montrer les trois lemmes que j'ai énoncés là-haut, ce qu'on fera après la pause.